Mais vous voyez, c'est comme toute chose en ce moment, il y a toujours le côté positif et le côté négatif. Alors le côté négatif de la cigarette, nous le voyons chez ceux qui sont devenus les esclaves du tabac. Ça, c'est une obsession. L'obsession de mettre sa main dans sa poche, de tirer une cigarette. Oui, mais ça marque également un manque de confiance en soi-même. Ça marque un système nerveux qui est déréglé. Il y aurait donc un traitement à faire pour rééquilibrer l'individu qui est obligé de fumer jusqu'à 40 cigarettes par jour. Ça, c'est vraiment excessif. Et alors, nous avons cette accumulation de produits, de goudron et de toutes sortes de choses qui se déposent nécessairement dans les bronches. Or, ce n'est nullement nocif tant qu'on laisse à l'organisme le temps de les éliminer, en fumant, mettons, en moyenne 6 à 10 cigarettes par jour. En 1964, le docteur Wyss Dunant, psychanalyste roman, donne son opinion sur l'addiction au tabac. Aujourd'hui, on connaît les dégâts de la cigarette sur la santé. Mais le discours du docteur Wyss Dunant donne le ton d'une époque durant laquelle le tabac et la cigarette occupent en Suisse une place bien différente. Dans les années 1960, l'habitude de fumer est bien ancrée en Suisse. D'ailleurs, on y fabrique des cigarettes depuis longtemps et on y cultive même du tabac. Si la plante de tabac est originaire d'Amérique centrale, elle a trouvé dans plusieurs régions de Suisse un environnement adapté à sa culture. Dès la fin du XVIIe siècle, on trouve des cultures de tabac près de Bâle et au Tessin. En Suisse romande aussi, le climat est propice. C'est la Broye qui concentre la majorité des plantations de tabac de notre pays. Bienvenue dans cet épisode de 1001 archives. En 1940, le syndic de Grange-Marnant porte un nom qui évoque déjà le tabac, Louis-Auguste Nicot. Il évoque pour la radio romande les qualités de la région pour la culture du tabac, au micro de Fernand-Louis Blanc. Monsieur le syndic, Louis-Auguste Nicot, qui est syndic de Grange-Marnant, vous me disiez que la Broye était un pays privilégié pour les cultivateurs. En quoi estimez-vous qu'on est favorisé dans cette région ? Bien, j'estime que la Broye est une des mamelles du canton de Vaud parce que nous avons la culture du blé, la culture des pommes de terre, le tabac. Nous pouvons, outre cela, garder du bétail, produire du lait. Nous avons donc à peu près toutes les cultures possibles pour une bonne contrée. Quelle terre est-ce qu'il faut spécialement avoir pour pouvoir cultiver le tabac ? Ben, il faut des terres légères. Les terres qui conviennent pour la culture du tabac sont les terres d'alluvion de la Broye. Maintenant, la culture s'étend jusqu'où ? Eh bien, elle commence à Luçon, qui est l'extrême. Elle s'étend dans la Broye vaudoise jusqu'à Avanches, Pou, mais elle gagne encore la vallée de la Broye, c'est-à-dire la Broye fribourgeoise et les lacs, jusqu'à Fiette et jusqu'à Estavayer. Les années 1940, c'est l'âge d'or de la production de tabac en Suisse. Durant la Seconde Guerre mondiale, la Suisse encourage la production du tabac et le nombre de producteurs explose durant cette période. À la fin de la guerre, plus de 6000 planteurs se consacrent au tabac dans notre pays. Si Louis-Auguste Nicot évoque la Broye, une autre région romande est indissociable de l'histoire du tabac en Suisse, le canton du Jura, et plus spécifiquement le village de Boncourt. En 1814, Martin Burrus, un paysan alsacien, s'installe dans la région avec sa famille et y crée une petite fabrique de rouleaux de tabac. L'affaire commence modestement,
Mais elle prend ensuite de l'ampleur. Le fils de Martin Burrus, François-Joseph Burrus, installe à Boncourt une manufacture de produits dérivés du tabac. Le choix de cette région proche de la France n'est pas dû au hasard. Chez le voisin hexagonal, la production et la vente de tabac sont contrôlées par l'État. Ce monopole public a joué un rôle essentiel dans le choix de la famille Burrus de quitter la France pour émigrer en Suisse, et plus particulièrement à Boncourt. Albert Burrus, petit-fils de François-Joseph et directeur de la manufacture de Boncourt en 1938, explique les origines de l'affaire familiale. Si je vous ai bien compris, M. Burrus, et si j'en crois surtout ce que je vois sur vos lettres, vos en-têtes de lettres, votre maison est plus que centenaire. Parfaitement, puisque la maison Burrus a été créée en 1814 par Martin Burrus à Milandre, qui se trouve sur une petite colline à 1 kilomètre de Boncourt. Mais c'est en 1850 seulement que François-Joseph Burrus, le véritable créateur de la manufacture actuelle, s'est installé à Boncourt. À Milandre, oui, c'est ça. Est-ce qu'il y avait, à votre avis, une raison pour créer à la frontière, ou tout proche de la frontière, une telle manufacture dans une région où, de mémoire humaine, on n'a jamais vu pousser de feuilles de tabac? Tout d'abord, ce n'est pas exact qu'il n'ait pas poussé de tabac à Boncourt. On en a cultivé ici jadis et on a recommencé à en planter il y a quelques années, avec succès. Mais il est probable que le motif qui a favorisé l'éclosion de cette industrie est le fait de la frontière française toute proche et de la régie qui renchérissait les tabacs en France. En outre, il avait un autre motif pour installer cette industrie à Boncourt. C'était la force motrice dont nous disposons et qui nous fournit la rivière de la Laine. C'est donc vieux, centenaire. Et qu'est-ce qu'on pouvait bien fabriquer à ce moment-là comme produit manufacturé de tabac? Quelle était la demande de la consommation pour un fabricant? À cette époque, on ne connaissait que les cigares, le tabac à briser et le tabac à fumer, qui se vendaient exclusivement en ce qui concerne Boncourt sous la forme de rouleaux, rolls, sorte de grosses bobines de tabac filé. C'est vers 1850 que le tabac coupé a fait son apparition dans notre manufacture. Vers 1900, grâce à la mécanisation de la production, la cigarette s'est popularisée non seulement en Suisse, mais dans l'ensemble de l'Europe. Ah, c'est que vers 1900 qu'on a commencé à fumer les cigarettes avec intensité, enfin un grand nombre comme ça? Ça, c'est étonnant. On a toujours l'impression que ça date déjà d'une époque beaucoup plus ancienne. Non, il y a seulement une quarantaine d'années que la cigarette a pris un peu d'extension. En effet, en 1938, date de cette interview d'Albert Burrus, la cigarette est encore une invention relativement récente. C'est en 1887 que Jean-François Burrus crée la cigarette parisienne. Elle est fabriquée dans la manufacture de Boncourt. D'abord artisanale, la production est ensuite industrialisée. Ce sont les habitants de la région qui composent le personnel dont Albert Burrus parle ici. Ce personnel est presque entièrement spécialisé, notamment les mélangeurs, les mécaniciens et même les emballeuses, dont la dextérité manuelle ne s'acquiert pas en un jour. Mais cette main-d'œuvre est-elle recrutée exclusivement dans la région? Cette main-d'œuvre est entièrement boncourtoise ou du village avoisinant de Buis. Et dans ce personnel nombreux, est-ce qu'il a une organisation sociale spéciale, qui lui est propre? Nous avons été les tout premiers en Suisse à moderniser notre usine, spécialement en ce qui concerne les œuvres sociales pour le personnel. En 1916 déjà, nous créions les allocations familiales et la caisse maladie. Puis, au cours des années, les vacances et le service militaire payé. Enfin, en 1929, la caisse de pension et de retraite de l'ensemble du personnel. Il nous est un plaisir de souligner que tous ces avantages accordés au personnel l'ont été ensuite d'une parfaite entente entre les ouvriers et la direction de la maison, et que cela a évité à la région les inutiles agitations sociales et politiques que l'on a pu déplorer ailleurs. La manufacture Burrus devient un empire industriel. Au milieu du XXe siècle, les Burrus sont considérés comme l'une des familles les plus riches du pays. Il faut dire qu'en Suisse, on fume beaucoup. Durant la première moitié des années 1960, un reportage évoque le nombre de 48% de fumeurs en Suisse, soit presque une personne sur deux. Pourtant, on sait alors déjà que le tabac est une substance addictive et nocive pour la santé. Les premières études qui lient tabac et cancer ont été réalisées dans les années 1920. En 1950, une étude menée par deux médecins américains, Ernst Winder et Evarts Graham, a conclu à un lien entre le tabac et le cancer du poumon.
Mais c'est un rapport publié aux États-Unis le 11 janvier 1964 qui fera date. Le rapport Smoking and Health, commandé par le Surgeon General, la plus haute autorité de santé américaine, compile plusieurs études sur la toxicité de la cigarette. Le constat est sans appel, il y a un lien de causalité entre le fait de fumer et le cancer du poumon. Ce rapport, Smoking and Health, fait les gros titres partout dans le monde. En Suisse, ce document mobilise également. En 1964, l'Institut suisse de l'opinion publique lance une enquête auprès de la population, notamment pour savoir pourquoi les gens fument. Le directeur de l'époque, M. Pierre Devrian, en explique les résultats. Et pourquoi est-ce que les gens fument ? Eh bien, si on leur demande, au fond, ils n'en savent rien. Alors, nous avons cherché à déterminer par des moyens détournés. Il y a des techniques plus fines que celles que nous avons cherché à appliquer. Mais, en principe, lorsque l'on fume, lorsqu'on a déjà commencé à fumer, on continue à fumer probablement par habitude essentiellement. Par contre, on commence à fumer pour des raisons de comportement social, je dirais. On a l'impression que la cigarette crée une ambiance, que la cigarette est bonne, bien entendu, que la cigarette fait masculin. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de jeunes commencent à fumer avec toutes ces idées. Et en moyenne, du reste, en Suisse, on commence à fumer à 18 ans et demi. Les Suisses romands commençant du reste un peu avant les Suisses allemands à fumer. Quelles sont encore les autres motivations, à part le fait que ça fait masculin ? Eh bien, les gens qui sont non-fumeurs attribuent l'habitude de fumer essentiellement à ce qu'ils appellent de la manie, des habitudes, et ils considèrent que ce sont du reste de mauvaises habitudes. Par contre, alors, les fumeurs donnent des réponses beaucoup plus concrètes. Ils estiment que ça stimule l'intelligence, que ça empêche de dormir, que ça calme les nerfs. Au fond, il y a les deux théories qui se tiennent. Il y a les gens qui trouvent que ça a bon goût. Il y a des gens qui pensent que ça fait maigrir. Le fumeur essaye de donner une explication concrète de son habitude. Dans cette même émission, Pierre Devrian parle aussi d'une partie de l'étude portant sur la perception qu'ont les gens concernant l'influence de la cigarette sur la santé. Eh bien, nous avons demandé aux gens, est-ce que vous pensez que la cigarette a une influence sur la santé ? Et là, nous obtenons 80% de gens qui disent oui, effectivement, il y a une corrélation entre la fumée de la cigarette et la santé. Pour préciser, nous avons encore demandé, est-ce que vous pensez que cet effet est important ou sans importance ? Là, il y a encore une majorité des gens qui pensent que c'est important. De nouveau, les femmes pensent que c'est plus important que ne le pensent les hommes. Chez les fabricants de cigarettes, on ne cède pas à la panique face aux études montrant l'effet nocif de la cigarette sur la santé. En fait, on informe de la participation de l'industrie du tabac aux recherches scientifiques. Les cigarettiers s'inquiètent de la santé de leurs clients et tiennent à le faire savoir. Certaines de ces recherches sont d'ailleurs menées en Suisse par les cigarettiers eux-mêmes et dans leur propre laboratoire. Une démarche visant à montrer la bonne foi des marchands de tabac, soucieux d'afficher qu'ils n'ont rien à cacher et qu'ils cherchent à fabriquer un produit sûr, un produit qui n'est pas nocif pour la santé. Après la sortie du rapport américain, Antoine Artaud, conseiller scientifique à la manufacture de cigarettes Burus de Boncourt, évoque les conclusions de ce rapport au micro de Georges Kleinman pour l'émission Continent sans visa. Est-ce que l'on peut considérer pour vous que ce rapport représente une base nouvelle de recherche ? Oui, et il y a surtout une conclusion de ce rapport qui est très importante, qu'on a négligée dans le passé, c'est le fait que ce n'est pas la nicotine dans le tabac qui cause les maladies. On a trouvé dans ce rapport que la nicotine, en fait, dans les effets à long terme, n'était probablement pas nuisible à la santé. Dans ce rapport,
on considère également les bienfaits du tabac. Mais puisque ces bienfaits ont trait à la santé de l'esprit, ils sont très difficiles à évaluer proprement, puisque vous savez bien que dans le domaine de la santé de l'esprit, les recherches n'ont que commencé. Mais c'est un élément qui ne doit pas échapper à l'observateur neutre. Si l'on peut considérer donc que le danger de cancer dans la cigarette ou dans le tabac ne réside pas dans la nicotine, où est-il alors? Est-ce que c'est dans la façon de fumer? Également dans le rapport, on considère la façon de fumer. On a fait une enquête, on a étudié des fumeurs qui avalent profondément la fumée, des fumeurs qui l'avalent moins profondément et des fumeurs qui n'avalent pas du tout la fumée. Et on a en effet trouvé une différence sensible dans l'effet de la fumée, si elle était avalée ou non. Est-ce qu'il y a d'autres produits que la nicotine qui soient un danger? Le danger, justement, doit être cherché dans les autres produits et non pas dans la nicotine. Juste après, le journaliste demande au docteur Artaud, qui n'est pas docteur en médecine, précisons-le, il est ingénieur agronome et docteur en sciences techniques, les solutions qu'il voit au problème de l'impact de la cigarette sur la santé, problème qui est soulevé dans le rapport. Quelles sont les solutions que l'on peut trouver à ce problème posé par ce rapport? Les solutions, il faut tout d'emblée dire que la suppression du tabac ne peut pas entrer en ligne de compte comme solution, puisque nous traitons un sujet de la médecine humaine. Si nous étions dans la médecine vétérinaire, nous pourrions éventuellement envisager la suppression de l'habitude, mais puisque nous sommes dans la médecine humaine, il faudrait également que la solution soit humaine, c'est-à-dire il faut prendre comme point de départ le fait qu'on continuera de fumer. Et c'est sur ce point de départ qu'on devrait baser nos recherches et les recherches qui devront se faire du côté médical. Et les faire dans quel sens? Dans le sens d'une cigarette traitée? Personnellement, je vois la solution dans la création de cigarettes qui permettraient aux fumeurs d'absorber la dose de nicotine qu'ils recherchent avec le moins d'effets nuisibles possible. Même si le lien de causalité entre maladies graves et tabagisme a été scientifiquement établi, notamment par le rapport américain Smoking and Health, on ne songe pas à renoncer au tabac, et encore moins à l'interdire. Dans les années 1960, on peut fumer partout, dans les restaurants, les trains, les avions, les écoles et même dans les hôpitaux. La norme, c'est la cigarette. Elle est la bienvenue partout. Fumer est un droit auquel personne ne semble encore s'attaquer, malgré les preuves scientifiques du danger encouru. En 1968, un fumeur raconte sa consommation d'environ 3 paquets de cigarettes par jour. Monsieur, quel âge avez-vous? 37 ans. Et combien de paquets de cigarettes fumez-vous par jour? 3 et demi, des fois plus, des fois moins. En tout cas, je fume beaucoup. Mon budget s'en ressent énormément, d'ailleurs. À quelle heure le matin fumez-vous votre première cigarette? Mon réveil sonne vers 6 heures. La première des choses que je fais, évidemment, c'est d'allumer une cigarette. J'en fume à peu près 3 en buvant mon café. Et ensuite, je vous dis, ça se découle dans la journée jusqu'à 3 paquets, et peut-être plus. Est-ce que votre père fumait? Mon père fumait beaucoup, mais pas tant que moi. Ce n'est pas lui qui vous a donné l'exemple? Absolument pas. J'ai commencé à fumer, j'avais peut-être 17 ans, pour faire un peu comme tous les autres camarades. J'ai peut-être fumé à 16 ans en cachette, mais ça veut dire, à partir de 17 ans, j'ai fumé sérieusement. Vous fumiez déjà 2 paquets, 3 paquets par jour? Disons 1 paquet et demi à ce moment-là. Et est-ce que vous toussez? Est-ce que vous vous sentez mal quelquefois le matin? Me sentir mal, non, absolument pas. Je me sens très bien. Est-ce que c'est un besoin, vraiment, maintenant, de fumer pour vous? Non, monsieur, ce n'est pas un besoin. C'est une nécessité, je crois. Disons, une semi-intoxication. Vous sentez vraiment que vous êtes intoxiqué lorsque vous manquez de tabac, par exemple? Je ne sens pas que je suis intoxiqué. Ça me demande, j'ai besoin de fumer. J'ai besoin de fumer, surtout le matin, après les repas du midi, du soir, effectivement.
J'ai besoin de fumer. J'ai besoin de cette cigarette que l'on allume des fois par inadvertance, que l'on allume par habitude, que l'on allume, on ne sait pas pourquoi, que l'on allume, qu'on ne déguste même plus. J'ai besoin de tabac. Vous êtes marié? Oui, marié, un enfant, une petite fille qui est charmante. Est-ce que votre femme fume? Ma femme ne fume pas du tout. Et il n'y a pas de problème à cause de cela dans votre ménage? Si, parce que les cendriers sont toujours pleins, bien sûr. Mais sinon, il n'y a pas de problème. Lorsque j'allume un cigare, ma femme n'est pas très contente, parce que, paraît-il, ça sent mauvais. Ça sent mauvais pour elle, parce qu'elle n'aime pas le cigare. Mais pour un fumeur, c'est très bon. Car vous fumez également le cigare? Je fume également le cigare. Moins que la cigarette, mais je fume également le cigare. Le bon cigare, surtout. Et si vous deviez vous arrêter de fumer? Je crois que je serais malheureux. Je serais malheureux, très malheureux, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un genre d'intoxication. À moins que mon médecin me dise d'arrêter de fumer parce que j'aurai très peu de temps à vivre, je crois que je ne pourrais pas me passer de fumer. Est-ce que vous fumez des cigarettes avec filtre? Je fume avec des cigarettes avec filtre, mais c'est particulièrement pour absorber moins de nicotine, et en fait, ça n'y fait absolument rien. Vous ne fumez pas des cigarettes avec filtre pour éviter, par exemple, d'attraper ce fameux cancer du fumeur dont on parle beaucoup? Alors ça, je n'y crois absolument pas, et puis je m'en fiche totalement. Parce que si nous devions faire attention à tout ce qui est pendu sur notre tête comme une épée de Damoclès, évidemment que nous ne ferions plus rien du tout, plus rien du tout. Or, je fume parce que c'est mon plaisir, tel est mon plaisir, et je fume parce que ça me plaît, ça me fait du bien. Il y a beaucoup de choses que nous ferions, et certaines que je laisse de côté, pour le plaisir de fumer. Certains plaisirs que je me passe, que d'autres ne se passeront pas. Moi, fumer est un plaisir que je passe en premier lieu. En 1974, le docteur Serge Neukomm, qui, contrairement au docteur Artaud, est docteur en médecine et spécialiste en cancérologie, explique aux auditeurs qu'une nouvelle méthode de fabrication permettrait d'ôter 80% des substances cancérigènes contenues dans les cigarettes. Depuis un certain nombre d'années, dans différentes directions, des recherches scientifiques extrêmement poussées, sérieuses, ont été faites, qui ont dégagé quelques lignes de force dans le sens d'obtenir des cigarettes moins nocives. En ce qui vous concerne, vous avez annoncé aujourd'hui qu'on allait pouvoir supprimer le 80% des substances cancérigènes se trouvant dans la cigarette. Comment cela? Eh bien, cette affirmation est basée sur une série d'expériences d'assez longue durée, consacrées plus particulièrement au problème dit de la pré-extraction du tabac. Ce procédé consiste en fait à extraire du tabac un certain nombre de substances avant de le mettre en cigarette. La cigarette ainsi constituée fume en donnant une fumée beaucoup moins chargée en hydrocarbures polycycliques, et parmi ces substances très caractéristiques de la fumée, on a assisté à une très forte diminution de substances telles que le 3,4-benzopyrène, qui est une substance cancérigène très puissante. Mais est-ce que le goût n'est pas modifié? Le goût est nécessairement modifié, parce que l'action de ces solvants est aussi d'enlever à certains égards ce qu'on appelle les huiles essentielles, ou des éléments, disons, qui jouent un rôle dans le goût et le parfum. Mais s'il est fortement modifié, est-ce que les gens vont accepter de fumer cela? Eh bien, naturellement, il y a des possibilités alors de compenser ce qui a été enlevé par certains additifs, d'ailleurs absolument du même type de ceux qui sont déjà faits aujourd'hui pour donner un goût caractéristique et spécifique à une cigarette. Au milieu des années 1970, on pense encore que c'est surtout le gros fumeur qui prend un risque pour sa santé. Les fumeurs occasionnels ou raisonnables, les fumeurs de cigares ou de pipes, seraient bien plus épargnés par les maladies graves. C'est ce qu'affirme le docteur Neukomm, spécialiste en cancérologie, en répondant à une question lors d'une émission de 1974. Est-ce que les risques de cancer sont moins grands chez le fumeur de pipe ou chez le fumeur de cigares? Oui, la statistique sur ce plan est tout à fait claire. Il y a naturellement un risque de cancer plus grand que chez les non-fumeurs,
mais il est beaucoup moins grand que chez les fumeurs de cigarettes et surtout les très gros fumeurs de cigarettes. Pourquoi? Ici, l'explication tient vraisemblablement au fait que, avec le cigare ou la pipe, le fumeur n'inhale pas, n'absorbe pas la totalité de la fumée. Tandis que le fumeur de cigarette s'habitue très rapidement, souvent et progressivement, à inhaler complètement et profondément la fumée, déposant ainsi dans ses poumons des particules de goudron. On sait aujourd'hui que la consommation de tabac est nocive pour la santé sous toutes ses formes. Les fumeurs de cigares et de pipes s'exposent à d'autres types de cancers que le fumeur de cigarettes, mais ils ne sont en aucun cas à l'abri de développer une maladie liée à leur consommation. Le docteur Neukomm a un point commun avec le docteur Artaud, il n'envisage pas une interdiction de fumer. Est-ce qu'on va, selon vous, vers l'interdiction générale de fumer ou, au contraire, précisément avec les recherches telles que celles que vous faites, on va pouvoir permettre aux gens de continuer de fumer sans qu'il y ait trop de risques pour notre société? Oh, je pense que l'interdiction de fumer est une affaire qui, dans le fond, est très difficile à trancher. Pour que l'on interdise systématiquement la fumée, il faudrait d'abord faire la démonstration que les gens qui vivent dans une démocratie et dans un état de droit s'accordent à eux-mêmes, se donnent à eux-mêmes l'interdiction de fumer. Or, il est bien clair que nous vivons en ce moment dans une société où il y a des partisans de la fumée comme il y a des partisans acharnés contre la fumée. Alors sur ce plan-là, c'est finalement la liberté de l'individu qui est en cause, surtout du moment que cette liberté n'est pas, comme par exemple dans le cas de l'alcool ou de la drogue, n'entraîne pas des conséquences sociales graves sur la collectivité. Voilà, je constate, docteur Neukomm, que durant tout cet entretien, vous aviez précisément une cigarette entre les doigts. Durant les années 1970, le tabac continue d'être largement présent dans l'espace public. Ni les fabricants de cigarettes, pour des raisons évidentes, ni le corps médical ne prônent l'interdiction de la cigarette. Le fait de fumer relève de la liberté individuelle et reste alors un choix personnel. Mais les cigarettiers n'éviteront pas l'obligation d'inscrire des messages de prévention sur les paquets de cigarettes dès 1978. Il s'agit uniquement d'un avertissement que la fumée peut nuire à la santé des consommateurs. Ce n'est encore qu'un message discret apposé sur le côté du paquet, loin des images chocs qui apparaîtront sur les paquets plus de 30 ans plus tard. C'est aussi dans les années 1970 que l'on commence à s'intéresser aux dégâts que peut provoquer la fumée des autres sur la santé des non-fumeurs. Du côté de l'industrie du tabac, on garde la même ligne, dans un premier temps. On déclare se soucier sincèrement de la santé des fumeurs, on cherche à améliorer ces produits. Mais après qu'un rapport de la Commission fédérale des stupéfiants a qualifié la cigarette de drogue légale en 1983, le ton monte du côté du lobby des cigarettiers. Dans la presse, l'industrie du tabac publie un encart titrant « Nous ne sommes pas des trafiquants de drogue ». Antoine Artaud travaille toujours pour l'industrie du tabac. En 1983, il représente l'Association des fabricants de cigarettes. Face à l'accusation faite aux cigarettiers de mettre en danger la santé de leurs clients, il riposte dans l'émission Temps présent. L'industrie dit tout d'abord que la bonne santé et la longévité de ses clients est sa première préoccupation. Et de ce fait, les statistiques qui mettent le tabac et l'industrie du tabac en accusation doivent être relativisées. Elles doivent aussi être relativisées parce que, on le souligne, la toute grande majorité des fumeurs sont en bonne santé et vivent longtemps. Les statistiques au siècle passé ont aussi prouvé que la tuberculose était due au tabac. Or, il y a une centaine d'années en arrière, on constatait chaque année passer 10 000 décès dans la population suisse à cause de la tuberculose, et aujourd'hui, cela est descendu à une centaine de cas par année. Donc, plus personne aujourd'hui n'accuserait le tabac d'être responsable de la tuberculose.
Cela pour dire, enfin, que le tabac constitue pour beaucoup de personnes un élément de plaisir, de satisfaction, de détente, de bien-être. Ce sont tous des éléments qui contribuent à une vie équilibrée, et je crois qu'une vie équilibrée est le meilleur garant de la longévité en bonne santé. Juste une question, Monsieur Artaud. Est-ce que vous-même, vous êtes médecin? Je ne suis pas médecin, j'ai étudié plutôt les sciences naturelles. Les cigarettiers ne sont pas les seuls à défendre le droit de fumer sans contrainte. En 1983, dans cette même émission de Temps présent, l'écrivain genevois Georges Haldas, fumeur invétéré, se lance dans une diatribe en faveur de la responsabilité individuelle du fumeur. Je crois que ce qui est important, c'est que chacun soit responsable de l'usage qu'il fait de l'autodestruction, qu'il soit un adulte, qu'il n'y ait pas des gens pour vous dire « faites ceci, ne fumez pas, ne buvez pas ». Vous savez, c'est très dangereux, les moralistes. Les moralistes sont toujours des gens un peu douteux qui exercent un pouvoir pour des raisons obscures. J'ai toujours le sentiment que le moralisme est terroriste. Vittorini, l'écrivain italien, disait, vous savez, quand vous voulez le bien de quelqu'un contre lui-même, c'est déjà du fascisme. Alors moi, je voudrais dire une dernière chose. Je pense que, de toute façon, le temps nous détruit. De toute façon, nous sommes diminués et rongés par la mort qui se prépare. Alors, ce qu'il faut savoir dans la vie, comme une bûche, il faut savoir si parce qu'on fait dans la vie, on est une bûche qui est allumée, qui flambe, c'est-à-dire que la flamme détruit la bûche, mais la bûche, en étant détruite, donne chaleur et lumière pour les autres, ou bien on ne veut pas brûler pour se protéger, alors il n'y a plus qu'une chose, on pourrit. Voilà. L'obligation d'apposer un message de prévention sur les paquets de cigarettes marque un tournant. Malgré les efforts et les arguments des cigarettiers, la lutte contre le tabagisme devient un enjeu de santé publique, même si les fabricants de cigarettes refusent toujours d'admettre qu'il existe un lien entre la fumée et certaines maladies graves. Pourtant, ce lien est avéré, d'après le docteur Mazironi, représentant de l'OMS, qui s'exprime dans l'émission À bon entendeur en 1986. Non, aujourd'hui, on ne peut plus avoir de doutes là-dessus. Et notre certitude est basée sur des dizaines de milliers d'études qui ont été conduites un peu partout dans le monde et qui démontrent une association très nette de cause à effet entre l'usage du tabac et toute une série de maladies. Quelles sont ces maladies? Bon, d'abord, les maladies de cœur, les maladies respiratoires, la bronchite chronique, l'emphysème, le cancer du poumon, mais il y en a aussi d'autres. On parle d'1 million de morts chaque année à cause du tabac. Oui, ce chiffre, ce n'est pas exagéré, parce que seulement entre les États-Unis et l'Europe de l'Ouest, on s'avoisine déjà aux millions de morts prématurées. Hein. Ce n'est pas, disons, les vieilles personnes qui meurent seulement. Mais partout dans le monde, on peut arriver jusqu'à 2 millions et demi de morts prématurées à cause du tabac. Ces chiffres n'empêchent pas la cigarette de jouir d'une forte visibilité, notamment à travers des campagnes publicitaires comme celle que mène British American Tobacco pour sa marque Lucky Strike en 1986. La journaliste Catherine Valli détaille cette campagne dans l'émission À bon entendeur. Cet automne, une nouvelle cigarette est née, la nouvelle Lucky, le goût fougueux. Et on ne peut pas l'ignorer, on la voit partout. Dans les quotidiens, il suffit d'appeler un numéro de téléphone pour recevoir gratuitement un paquet de Lucky et un briquet. Dans les magazines, où son nom est associé à l'image de l'aventure. Sur des dizaines de panneaux d'affichage, souvent dans des lieux essentiellement fréquentés par des jeunes et des sportifs, comme ici, au centre sportif des Vernets à Genève. Au cinéma, avec ce que les spécialistes nomment des films publicitaires d'action. Dans les grands magasins, où une tombola permet au pire de recevoir quelques échantillons gratuits, ou mieux, de bénéficier de 5 francs de rabais sur une cartouche de 10 paquets qui coûte 25 francs. Et ce n'est pas tout. Le 6 novembre, le journal 24 heures rapporte que le navigateur suisse Pierre Fellman, après avoir porté les couleurs d'un autre fabricant de tabac, porterait à l'avenir celle de BAT, British American Tobacco. Or, BAT, c'est déjà Barclay, Marilon, Marocaine, et c'est aussi
Lucky Strike. En 1986, le Dr Artaud est désormais porte-parole de British American Tobacco. Dans cette même émission d'À bon entendeur, il est invité à réagir aux critiques émises à l'encontre des publicités Lucky Strike. Pour lui, l'impact de la cigarette sur la santé est sujet à controverse, comme il le dit en répondant aux questions d'Alex Descottes. Monsieur Artaud, une entreprise comme British American Tobacco, suisse ou de manière internationale, ne peut pas ignorer les travaux de l'OMS. C'est donc en toute connaissance de cause que vous faites de la publicité pour un produit qui tue. Je réponds de la manière suivante. La controverse fumée santé est une controverse qui existe depuis longtemps. C'est pas le lancement de la Lucky Strike qui l'a causée. L'opinion publique connaît cette controverse, nous la connaissons aussi, nous vivons avec elle tous les jours. Et on pourrait ajouter, l'opinion publique est partagée à ce sujet. Comme tout le monde ne fume pas, il y a un fumeur sur 4 personnes adultes en Suisse, donc les fumeurs sont en minorité. Mais malgré tout, la majorité des non-fumeurs, le plus souvent, est très tolérante. On peut rien leur reprocher en principe. Peut-être un jour, on aura un monde tel que le préconise le représentant de l'OMS, sans tabac, sans alcool, sans fromage au lait cru, sans voiture, sans vélo même, parce que il y a des risques avec le vélo. Bon, c'est un monde que peut-être certains aimeraient. Je vous demande quel monde ça serait. Il y a peut-être une différence entre liberté et libertinage. Que chacun ait le droit de fumer, c'est une chose, mais que par la publicité, la sponsorisation, l'association à un certain nombre d'idéaux comme la liberté et le sport, on incite à fumer, c'est encore une autre chose. Mais écoutez, pour tous les produits de consommation, on incite les gens à consommer, mais je précise que, en principe, ce qu'on cherche, ce n'est pas d'inciter des non-fumeurs à fumer, pas plus qu'une publicité pour du savon m'incite à me laver 10 fois par jour plutôt que quand c'est nécessaire. Ce que la publicité fera, par contre, c'est m'inciter à acheter une marque de savon plutôt qu'une autre. Et c'est ça que nous faisons avec la publicité Lucky Strike. Le marché est là, le marché est bien structuré. Il y a en Suisse environ 1,2 million de fumeurs qui achètent ces produits. Alors, nous les fabriquons le mieux possible pour procurer du plaisir à ceux qui veulent. La protection des consommateurs, surtout les plus jeunes, devient un objectif pour les autorités sanitaires. La notion de fumée passive a fait du chemin. Fumer reste un choix personnel, mais la protection des non-fumeurs doit être prise en compte. Les premières interdictions de fumer dans certains lieux publics commencent à apparaître, par exemple sur les lieux de travail. En 1987, l'OMS est le premier employeur à interdire à ses employés de fumer dans son bâtiment de Genève. L'administration fédérale à Berne lui emboîte le pas en annonçant toute une série d'interdictions pour le printemps 1988, comme le relate le Journal de Midi du 22 octobre 1987. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les fumeurs n'ont plus la cote à travers le monde. Après l'Organisation mondiale de la santé à Genève, c'est au tour de l'administration fédérale à Berne d'instaurer toute une série d'interdictions de fumer dans ses locaux. Une annonce faite officiellement ce matin lors d'une conférence de presse destinée à la préparation de la journée sans tabac du 28 octobre prochain. Quelles sont dès lors les mesures précises qui vont être prises à Berne dès le mois d'avril 1988? Question posée par Jean Blaisel à Ruth Gulot, adjointe scientifique à l'Office fédéral du personnel. Je peux dire qu'on a déjà pris des mesures en 81, des mesures qui allaient dans la direction de sensibiliser les fumeurs envers les non-fumeurs. Maintenant, on va faire des défenses de fumée dans les bureaux, dans les salles de guichet, dans les bibliothèques et dans les restaurants et les cafétérias. On fera des zones de non-fumeurs qui auront la même grandeur que les zones des fumeurs. Mais est-ce qu'on s'achemine vers un palais fédéral et une administration fédérale complètement non-fumeurs? Je ne crois pas qu'on peut défendre strictement de fumer, mais on va essayer de sensibiliser les collaborateurs à prendre égard aux non-fumeurs.
Je dois encore mentionner les salles de conférence et les salles de séance. Là, on sera strict, on ne fumera plus. Mais alors, est-ce que ça veut dire que les parlementaires devront eux aussi s'abstenir de fumer? S'ils ont des conférences avec des gens de l'administration fédérale, oui. Le 31 mai 1988, l'OMS organise la Journée sans tabac. Cet événement a pour but d'attirer l'attention sur les dangers du tabac pour la santé. Du côté des cigarettiers, forcément, cette journée fait un peu tousser. Jean-Claude Bardy, le directeur de l'Association suisse des fabricants de cigarettes, ironise sur la pertinence d'une telle mesure. L'OMS, qui organise cette journée sur le plan mondial, n'a-t-elle vraiment pas de travail plus important à effectuer pour améliorer le sort de l'humanité que de tenter de rendre les fumeurs socialement inacceptables? Le fumeur est, comme tout un chacun, une personne responsable, doué de la faculté de réflexion, et il n'a nul besoin que d'autres se substituent à lui et le privent de son libre arbitre. L'intolérance est toujours mauvaise conseillère et l'on sait à quels excès elle peut conduire. Oui, on parle de terrorisme contre les fumeurs. Certains vont très loin, utilisent ce terme. Est-ce que c'est aussi un terme que vous utiliseriez, vous, aujourd'hui? Non, certainement pas. Heureusement, nous n'en sommes pas là dans notre pays et je pense dans le monde entier, nous n'en sommes pas encore là. Mais une certaine intolérance qui devient de plus en plus virulente. La publicité pour les cigarettes spécifiquement destinées aux moins de 18 ans est interdite en 1995, tout comme la distribution d'objets publicitaires tels que t-shirts, casquettes, ballons, etc. Quant aux interdictions de fumer, elles se sont étendues à de plus en plus de lieux au fil des années. Après avoir été successivement interdites dans les hôpitaux, les écoles, les trains, les avions, les restaurants et les bars, la cigarette est définitivement chassée de tous les lieux publics fermés en 2010. Le canton de Genève va même plus loin encore. Depuis 2023, il est interdit dans ce canton de fumer dans certains espaces extérieurs, comme les arrêts de bus ou à proximité des écoles. La Suisse, pour sa part, n'a toujours pas ratifié la convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac, signée en 2004. À Boncourt, la manufacture Burrus est passée dans le giron de la multinationale British American Tobacco en 1999, après être restée durant 6 générations aux mains de la famille fondatrice, les Burrus. La fabrique de cigarettes boncourtoise sera définitivement fermée en 2023 pour être délocalisée dans un pays d'Europe de l'Est. Quant aux producteurs de tabac, leur nombre a drastiquement chuté en un siècle. Aujourd'hui, il ne reste qu'une poignée d'exploitations agricoles qui cultivent encore du tabac en Suisse. De 6 000 à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le nombre de producteurs cultivant du tabac en terre helvétique est aujourd'hui de 140 selon la fêtière du domaine. Ainsi s'achève cet épisode de 1001 Archives, un épisode écrit par Anne-Isabelle Gomez, réalisé par Jonathan Hasselbacher, produit par Grégoire Moll, raconté par Sophie Richard. 1001 Archives, un podcast des archives de la RTS, disponible sur Play RTS et la plupart des applications de podcast. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute habituelle. Retrouvez l'intégralité des archives que vous avez entendues au cours de cet épisode sur notre site internet rts.ch/archives au pluriel.